Alors nous allons évoquer aujourd'hui un aspect seulement des réseaux sociaux. 20 minutes ne permettent pas de traiter ce sujet de manière globale et nous allons le faire à travers le point de vue de la psychologie bouddhiste. Comment la psychologie bouddhiste décrit les mécanismes mentaux qui opèrent lorsqu'on a de Facebook, TikTok et Instagram par exemple une consommation excessive. Sujet spécifique, au risque de paraître partial, mais j'ai fait ce choix parce que si on consomme déjà ces applications, nous avons plus facilement en tête, je crois, ce qu'elles nous apportent, leurs bienfaits, et moins facilement, sans doute, ce qu'elles nous coûtent. Bien entendu, ces applications ne sont pas mauvaises en soi, loin de là. En plus, nous n'allons observer qu'une fraction de la consommation de ces réseaux sociaux. En premier, celle qui nécessite de faire défiler de contenu à l'écran, et puis la publication de contenu, les deux dans une utilisation excessive. Fragment spécifique, certes, mais pas marginal, puisque cela semble toucher de plus en plus d'individus, et pas seulement chez les jeunes et les adolescents. J'en fais sans doute partie. D'ailleurs, cette présentation découle de notes que j'ai prises pour orienter mes propres méditations. J'ai eu donc besoin de savoir ce que le bouddhisme pourrait dire de cet usage et comprendre ce que cela engendrait dans l'esprit. Enfin, je ne vais pas trop m'attarder sur le type de contenu, même si ça portera surtout sur celui qui est plaisant. Je vais surtout me focaliser sur l'attitude envers ces réseaux sociaux et moins sur ce qu'on y consulte, sinon ce serait trop long. Rentrons maintenant dans les détails. Que se passe-t-il dans l'esprit quand on a une consommation excessive de ces applications et pour commencer quand on ne fait que les consulter? D'abord, en termes d'attention. Il semble que le fonctionnement de ces applications, je ne vais pas en dire que du bien, nécessite de capter notre attention et le plus longtemps possible. Mais maintenir son attention sur une application n'implique pas que nous soyons concentrés, loin de là. Nous pouvons être d'un côté totalement distraits et quand même poursuivre une même tâche. Distraits à regarder à la chaîne des courtes vidéos sur des gamelles à ski par exemple, et de l'autre côté, conserver notre attention sur le téléphone. Distrait parce que notre esprit vague d'un sujet à un autre, d'une vidéo à une autre, avec peu de contrôle. Or, ce qui caractérise la concentration, c'est une attention portée sur une seule chose, pas sur une multitude. Et cela nécessite une forme de contrôle. Ces applications se doivent de capter notre attention et trouver un moyen de le conserver et le plus longtemps possible. Mais je doute qu'elles cherchent vraiment à susciter notre concentration. Pourquoi ? Parce qu'un esprit concentré, dans le sens décrit par la psychologie bouddhiste, est un esprit en paix, plutôt satisfait. C'est un esprit qui trouve davantage à l'intérieur les moyens de son épanouissement. Parce qu'un esprit concentré, apaisé, a beaucoup moins besoin de consommer, tout simplement. Il a trouvé une chaîne de production fiable et bon marché et bien plus pérenne. Et si l'esprit est concentré sur un point, il n'y a plus d'espace pour diffuser du contenu publicitaire, et même s'il y en avait, l'esprit s'y intéresserait peu. J'ignore si cette idée est au cœur du business plan de ces entreprises, mais ça pourrait bien être le cas. D'un côté, maintenir notre attention et de l'autre, conserver en nous une concentration de mauvaise qualité. En y arrivant, alors on peut d'un côté maintenir des individus rivés sur leur téléphone et en même temps maintenir chez eux un environnement mental suffisamment distrait pour que ces individus soient réceptifs à la publicité. Un esprit distrait, fragmenté, est plus enclin à maintenir un environnement émotionnel qui le porte vers l'extérieur. Un esprit distrait a tendance à aller au plus court pour trouver sa satisfaction, pas dans des objectifs à long terme, mais dans ce qui peut apporter du plaisir dans l'instant. Un esprit distrait
est bien moins apte à ne pas suivre une impulsion de l'esprit comme de cliquer sur un lien ou conclure un achat. Pourquoi? Parce que la distraction coupe court à un certain niveau de conscience rationnelle et il laisse place à un niveau de conscience bien plus incontrôlé, conditionné principalement par nos habitudes, l'équivalent mental d'un autopilote. Si on habitue l'esprit à suivre toutes nos impulsions, comme on peut le faire parfois sur les réseaux sociaux, où on clique sur toutes les images qui nous plaisent, alors on habitue l'esprit à faire pareil quand on médite. Et on finit par cliquer sur toutes les pensées qui nous passent par l'esprit quand on doit se focaliser sur le souffle. Si on passe 2 heures tous les jours à s'arrêter sur ces chats et ces sauts en chute libre, il est difficile de penser qu'on puisse ne pas s'arrêter sur notre chien et nos vacances en Corse quand on médite sur le souffle et qu'on ne passe que 15 minutes à méditer par semaine. Il est difficile de penser que notre concentration puisse nettement s'améliorer quand on passe plus de temps à cultiver la distraction qu'à développer un esprit focalisé. Voilà un premier problème. Outre l'attention, c'est notre rapport au plaisir qui semble être transformé par un usage excessif de ces applications. D'abord, Facebook et Instagram et les autres doivent savoir ce qui nous plaît. Les informations recueillies servent à la fois à nous proposer du contenu qui nous anime, afin d'accaparer notre attention, mais aussi à nous proposer des choses que nous sommes plus enclins à acheter ou à suivre. Et plus on procure de plaisir et d'excitation à l'utilisateur, plus l'excitation grandit dans son esprit et peut devenir suffisamment impérieuse pour conduire à l'impulsion d'acheter ou de suivre. Le contenu ne doit pas seulement être plaisant, il ne doit jamais être ennuyeux. Pour un esprit qui s'en remet uniquement au plaisir, le meilleur moyen d'éviter l'ennui, c'est la nouveauté, c'est le renouvellement, et si possible à une fréquence élevée. Cette fréquence élevée assure à la fois de dispenser suffisamment de plaisir et de déconcentrer. Et ces applications l'ont sans doute bien compris. Il n'est donc pas étonnant que la structure de TikTok, par exemple, soit considérée comme la plus addictive parce qu'il s'agit de vidéos, plus vivantes que des textes, des vidéos courtes, sans cesse renouvelées, et un algorithme qui pousse du contenu hautement émotionnel. On observe parfois nous-mêmes les conséquences d'une consommation exagérée de ces applications. Parfois, ce sont plusieurs heures passées sans pouvoir décrocher et on se sent un peu coupable d'avoir perdu son temps. Il ne s'agit pas d'une torture, loin de là, parce que c'est excitant, donc plaisant. Parfois aussi, on fait l'expérience de passer du temps sur les réseaux sociaux et ensuite d'avoir des difficultés à lire un livre et de tout trouver chiant. Est-ce que ce n'est pas une conséquence naturelle? Est-ce que s'habituer à ne consulter que du contenu excitant ne conduit pas à l'habitude de trouver ennuyeux ce qui a besoin de temps et qui ne fournit pas toujours du plaisir, comme un livre de littérature, comme une symphonie, comme certaines des orientations qu'on donne à notre existence, comme le travail manuel, comme l'apprentissage d'une compétence? Est-ce que ça ne nous conduit pas à préférer le contenu excitant à celui qui l'est sans doute moins, mais qui a davantage de sens? Est-ce que ça ne nous conduit pas à simplement oublier graduellement les formes d'art, par exemple, qui sont moins rigolotes, moins sonores, moins visuelles, mais qui nous disent des choses importantes sur nous-mêmes, sur le monde, comme la poésie, comme les documentaires, la sculpture, comme Shakespeare, comme Caravage, et je ne parle que d'art? Le bouddhisme postule que ce qui procure du plaisir n'est pas nécessairement ce qui procure du sens à long terme. Que ces deux éléments soient parfois même contradictoires. Plus on veut le plaisir rapide, plus on rechigne à faire des efforts à long terme. On dit dans le bouddhisme que l'avidité au plaisir produit la peur et le rejet des expériences déplaisantes. Mais le bouddhisme dit aussi que le bonheur vient non pas à travers l'expulsion de l'inconfort et des expériences déplaisantes, mais à travers leur reconnaissance, leur intégration et même la compréhension
de leur éventuelle qualité. En outre, ce n'est pas parce que c'est plaisant de voir 3 vidéos de chats, par exemple, qu'en visionner 1000 va nous rendre plus heureux. Ce n'est pas parce que quelque chose produit du plaisir que l'exciter encore va produire un plaisir proportionnel. La psychologie bouddhiste estime que c'est d'ailleurs souvent le contraire. Ces choses sont plaisantes à court terme, c'est sûr, mais trop les solliciter occasionne souvent des effets secondaires comme l'accroissement de l'insatiabilité, l'irritabilité, comme une absence de contentement, des peurs, des angoisses, l'exagération de l'implication de l'assentiment des autres dans l'accession au bonheur, etc., etc. Quand l'esprit est laissé sans contrôle et quand on laisse nos habitudes décider pour nous, il arrive souvent qu'elles se creusent et pas nécessairement dans une direction constructive. A l'inverse, il arrive souvent que l'acceptation de certaines situations d'abord déplaisantes soit ce qui produise le bonheur pérenne à long terme. Le piège avec les réseaux sociaux et le plaisir rapide en général, c'est que la faculté qu'une chose a de produire en nous du plaisir ne dit presque rien de sa capacité à produire le bonheur. Il semble d'ailleurs que ces deux chaînes de production soient plutôt séparées. Maintenant, observons les conséquences d'un usage excessif de ces applications quand on publie du contenu. La principale conséquence étant que ces applications peuvent constituer un outil, un amplificateur ou une extension de bras, on pourrait dire, à certaines de nos perturbations mentales. Petit rappel, les perturbations mentales, ce sont des fonctions dans notre esprit qui sont susceptibles de créer la souffrance, comme l'avidité, la haine, la jalousie, la distraction, etc. Dans la psychologie bouddhiste, on reconnaît toute une ribambelle de causes aux problèmes, ce qui coince dans la vie. Et ces perturbations mentales sont dans l'œil du cyclone. Parmi toutes les causes aux problèmes, elles sont centrales. Et en gros, un usage excessif des réseaux sociaux peut les galvaniser, ces perturbations, et donc augmenter la chance de faire face à des soucis, à du mécontentement, du mal-être. Dans le bouddhisme, on retrouve la description de ces amplificateurs à perturbations mentales, si on peut dire, dans le sujet sur les actions, c'est ce qu'on appelle le karma. Ces amplificateurs sont responsables du renforcement des perturbations et de nos habitudes. Et on peut citer la matérialisation, la portée, la motivation, la familiarisation, etc. Vous inquiétez pas, on va y revenir. Voyons maintenant comment ça marche pour les réseaux sociaux. Le premier amplificateur, c'est la matérialisation. Une pensée actée, une pensée qui passe à l'acte, matérialisée dans nos actions physiques et verbales, est plus puissante, plus à même de transformer une habitude qu'une pensée qui ne fait que rester dans notre tête. Bon, ça semble plutôt normal. Penser à devenir héroïque est moins à même d'altérer le cours de notre existence que de sauver toute une famille d'une maison en flammes. On pense que parce que les réseaux sociaux passent par des données numériques faites de 0 et de 1, que notre activité y est totalement virtuelle. Mais le bouddhisme dira sans doute que cette virtualité n'est pas du tout équivalente à dire que ça reste dans notre esprit. C'est bien dans le monde tangible que nous prenons une photo de nous. Ce sont bien nos doigts qui appuient sur le filtre caribou. Ce sont bien les individus qui vont nous jeter un like ou écrire un commentaire. Et c'est là qu'une consommation excessive de la publication dans les réseaux sociaux peut devenir pernicieuse, car elle reprend certaines des caractéristiques de nos perturbations mentales, mais en plus, les fait sortir de notre esprit et les amène dans le monde physique. Avoir une image de soi exagérée, comme c'est toujours le cas lorsqu'on a des perturbations mentales comme l'avidité ou le narcissisme, n'est pas aussi lourd de conséquences
si on ne fait que se le dire, ou bien si on passe des heures à l'acter dans le monde physique en se prenant en photo, en les partageant au plus grand nombre, en parlant durant la journée. Pour aller plus loin dans la compréhension de la matérialisation du passage à l'acte, évoquons maintenant comment les réseaux sociaux offrent des outils similaires à nos perturbations mentales. Alors, un point commun entre les réseaux sociaux et les perturbations mentales, c'est la sélection. Il s'agit du choix de trier les informations et choisir celles qui correspondent et qui répondent le plus à ce qu'on voudrait être, ou plus précisément comment on voudrait apparaître. Et cette sélection, c'est aussi celle qui se fait dans notre esprit lorsqu'on a de l'avidité, par exemple. On exagère les qualités d'un téléphone ou d'une paire de chaussures ou de notre corps, peu importe. Ces perturbations mentales ont toutes comme mode opératoire l'exagération de la réalité. Quand on a de l'avidité, on sélectionne mentalement les qualités de l'objet désiré, on les exagère et on désélectionne les défauts. Et ces applications nous aident à faire ça, sauf qu'elles catapultent le processus hors de notre esprit. On désélectionne notre trajet en RER le matin à 8 heures, la descente des poubelles, mes rides, ma frustration quand je me dispute au bureau, quand il pleut dehors, et je sélectionne mon meilleur profil à la salle de gym, mon resto le vendredi soir, mes pieds sur la plage. Quand cette sélection est confinée dans mon esprit, elle est moins problématique que lorsqu'elle sort de l'esprit et se voit, s'entend, se diffuse, que j'incite les autres à croire qu'elle est l'intégralité de ma réalité et que je finis par y croire moi-même, ou pire, quand je disparais totalement derrière cette image et ne suis visible qu'à travers elle. Un autre point commun entre certaines de nos perturbations mentales et les réseaux sociaux, c'est le filtre. Sur Instagram, non seulement je peux sélectionner les informations, mais les informations choisies, je peux les transformer. Améliorer un coucher de soleil sur les toits de l'Intermarché au mois de novembre en une explosion de couleurs, par exemple. Comme dans un esprit surexcité, on transforme un smartphone, qui est somme toute un simple objet électronique qui finira dans 2 ans dans une benne, en un emblème de notre propre accomplissement social qu'on veut poser sur une table parce qu'on est sûr qu'il nous valorise. Ce téléphone a subi une retouche mentale, un filtre paillette, qui ne correspond pas avec ce qu'il peut offrir à long terme. Mais nous oublions le filtre et pour un temps, nous croyons à cette image impossible, jusqu'à ce qu'il tombe dans les toilettes et que le filtre téléphone merveilleux s'abîme. Le iPhone est HS. Ça nous gifle durement, pas comme une sanction, c'est simplement la réalité qui se rappelle à nous. Et une image filtrée est moins lourde de conséquences quand elle reste confinée dans la sphère mentale que lorsqu'elle subit une autre couche de filtre sur un écran de téléphone qui agrandit mes yeux, augmente leur éclat, qui m'allonge le menton, qui poudre ma peau, qui blanchit mes dents, et que cette image filtrée est ensuite donnée à des amis, à des inconnus, et à laquelle on finit par croire. Le filtre de l'application ajoute une strate à nos perturbations mentales. On matérialise sur Internet des choses qu'on ne ferait jamais en dehors de ces applications. Si j'étais devant une salle qui compte tous mes amis sur Facebook et Instagram, est-ce que j'oserais donner personnellement cette photo de moi avec des gros yeux, un menton allongé, etc. aux personnes présentes, une par une? Non. On se cache derrière Internet pour faire des choses qu'on ne fait pas sans lui, comme on se cache derrière notre volant pour faire sur la route des choses qu'on ne ferait pas si nous croisions les autres en marchant dans la rue. Mais ce n'est pas tout. Un autre point commun, c'est l'instantané. L'instantané des photos d'Instagram, par exemple, est similaire à l'instantané de nos produits par nos perturbations mentales. Quand on exagère les qualités de son propre corps, par exemple, ce corps apparaît déjà dans notre esprit comme une photo, figée. Il apparaît comme étant beau par essence, comme figé
dans cette nature magnifique, comme une image permanente, presque intemporelle, très proche d'une photo. Les différences entre ces applications et le monde mental sont vraiment étonnantes. Et nos photos sur Instagram, quand on a une consommation inappropriée, excessive, matérialisent l'instantané de nos perturbations, en figeant sur un écran une image équivalente à celle qui se forme dans notre esprit, ce qui a pour but de cristalliser un peu plus la présence de ces perturbations et les problèmes qui en découlent. L'un d'eux, c'est que c'est sans fin. Le narcissisme et l'attachement excessif au corps, par exemple, sont considérés comme de boire de l'eau salée ou de courir après un mirage. Ça génère toujours plus d'insatisfaction, d'insatiabilité et donc de manque et donc d'incomplétude. Nous pourrions citer aussi le montage, presque identique quand on assemble dans l'esprit les éléments d'une rêverie, d'un fantasme, et lorsqu'on monte les éléments d'une vidéo pour la diffuser. Toutes ces similarités entre les outils des réseaux sociaux et nos propres perturbations augmentent l'emprise de ces dernières dans l'esprit, augmentent les chances de croire à ces images totalement impossibles. Et en même temps, et c'est ce qui est paradoxal, c'est qu'à mesure qu'on veut y croire à ces images superbes, on développe en nous toute une sorte d'antimatière douloureuse et qui est l'aversion du réel, la peur d'être inconnu, la crainte de l'ordinaire, la peur de la solitude, l'angoisse de la déchéance du corps, etc. Alors après la matérialisation, un autre amplificateur qui accélère ou galvanise l'emprise des perturbations mentales dans notre esprit, c'est le temps passé. Non seulement on fait de cet imaginaire publié en ligne une activité dans laquelle on s'engage physiquement, mais on y passe un temps toujours plus important. On ne se contente pas de rêver à une image de nous-mêmes sexy et célèbre dans notre lit avant de s'endormir, on rêve à ce moi sexy, célèbre dans le métro, en pause, au travail, en rentrant chez soi, en se réveillant le matin. Plus l'illusion occupe de temps mental, plus on y croit et plus on en souffre. Enfin, et pas des moindres, l'exposition importe également. Penser que je suis absolument génial et brillant et sublime a moins de chances de me déglinguer l'esprit si je garde ça pour moi ou si je le déclare sur une scène devant 1000 personnes, ou pire, 1 million d'abonnés. Plus nos actions ont une portée vaste en termes d'individus, que ce soit des gens présents ou des followers, plus cela décuple les effets en bien ou en mal d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il suffit d'enlever les filtres, ne plus sélectionner ce qu'on publie? Est-ce que c'est suffisamment pour rétablir une approche équilibrée des réseaux sociaux? Sans doute pas. On voit que ce qui devient problématique, ce n'est pas seulement la matérialisation de nos perturbations mentales, c'est aussi notre distraction dans ce processus et pourquoi on publie. Quoi qu'on fasse, si on montre une image de nous sur la plage dans le seul but de recevoir une forme de récompense par des likes, plus de vues, plus d'abonnés, alors même s'il n'y a pas de filtre, de montage, on peut espérer perpétuer un cycle délétère. Une des premières choses possibles serait sans doute de s'arrêter quelques instants et vérifier si les conséquences qu'on a mentionnées sont vraiment possibles en nous ou pas. Comprendre en profondeur l'impact sur notre attention, notre rapport au plaisir, à ce qui a du sens. Et si on observe des effets secondaires, alors on comprendra pour soi que notre consommation, d'abord inoffensive, s'avère ne pas l'être tant que ça, inoffensive. C'est le meilleur moyen pour changer une habitude. La compréhension profonde que même si ça nous apporte du plaisir, d'un autre côté, ça nous pollue à long terme. Alors seulement peut-on reconnaître que notre consommation, d'abord normale, est en réalité une consommation excessive. Excessive peut-être en termes de durée, de motivation, de distraction. En conclusion, c'est sur ces choses-là qu'on peut agir. S'astreindre à ne consommer les réseaux sociaux qu'à certains moments, refuser d'interrompre nos activités pour elles, comme quand on mange ou qu'on travaille, supprimer les applications qui nous semblent trop difficiles à consommer de manière équilibrée,
Et enfin, bien garder à l'esprit la raison pour laquelle on partage du contenu en ligne. Et ne pas oublier que Dostoïevski est sans doute plus épanouissant qu'une vidéo de Mentos dans une bouteille de coca. Comme est plus épanouissante la perspective de développer ses qualités pour le bien de tous les êtres, que de laisser le volant de notre existence à un conducteur très très myope, guidé non par la route, mais uniquement par ce qu'on perçoit, tournant à gauche quand on aime et à droite quand on souffre.